Donc, dans 3 mois, on vote premier tour des élections présidentielles. Paraît-il, capitale. Et second tour, comme vous le savez, le 24 avril. Et puis en juin, fin mai, début juin, ce sont les législatives. On vote pour nos députés, pour l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que c'est que le vote? Vous le savez, tous auditeurs de Sud Radio et tous les Français le savent, tous ceux qui sont en âge de voter, qui l'ont fait au moins une fois de leur vie, j'espère, qui vont au bureau de vote, qui montent leur carte d'identité, qui prennent un certain nombre de bulletins, qui entrent dans l'isoloir, et c'est bien quelque chose d'isoloir parce qu'ils s'isolent effectivement en toute liberté et surtout en toute discrétion pour choisir et mettre dans l'enveloppe le bulletin du candidat qu'ils veulent voir à la tête de leur pays. Mais il y a d'autres moyens de faire. Il y a d'autres moyens de faire qu'on a interdits, qu'on a essayé plus ou moins et qui marchent plus ou moins bien et surtout qui peuvent être générateurs de sacrées fraudes et de sacrées dérives. On en parle tout de suite. Communiqué du Conseil constitutionnel du 11 janvier 2022. À sa demande, je lis le début du communiqué, donc, à sa demande, le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, a reçu le mardi 11 janvier 2022, le mardi 11 janvier 2022, c'est-à-dire hier, par le président du Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius. Alors, objet, le ministre a évoqué la possibilité que, après concertation, le gouvernement élabore de nouvelles mesures d'organisation qui apparaîtraient rendues nécessaires par la crise sanitaire afin de garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle. Voilà, le président du Conseil constitutionnel en a pris bonne note et lui a confirmé, que l'adoption de telles mesures appellerait un contrôle du Conseil constitutionnel chargé au terme du premier alinéa, etc., de veiller à la régularité de l'élection du président de la République. Donc, élaborer de nouvelles mesures d'organisation, donc d'élection. Alors, quelles seraient ces nouvelles mesures? On pose la question, bien sûr, mais avant de le savoir, et ils ne le diront quand il faut, on voudrait savoir effectivement les manières de faire le vote. Et on sait très bien que, à part le vote traditionnel, il y a le vote par correspondance et il y a surtout le vote électronique, le vote numérique. Chantal Anguard, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour, madame. Vous êtes maître de conférences en informatique à l'Université de Nantes et vous êtes membre du laboratoire d'informatique du CNRS. Et vous avez écrit justement sur ce vote électronique. Et alors, ce vote électronique, effectivement, pose énormément de questions. Alors, on ne dit pas que c'est entaché forcément d'irrégularité, mais enfin, c'est plus compliqué. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu comment ça marche, ce vote numérique, ce vote électronique sur Internet. Alors, effectivement, il y a une vraie difficulté avec le vote électronique parce que il va y avoir dématérialisation de l'intention de vote de l'électeur. Et en même temps, il faut avoir le secret du vote. Oui. Quand on vote avec un bulletin papier, le bulletin qui est compté à la fin de la journée, qui a été déposé dans une urne, qui a été surveillé toute la journée, c'est le même que celui qui a été pris par l'électeur. Il n'a pas été modifié. L'encre sur les papiers ne se modifie pas. Et la boîte est surveillée, l'urne est surveillée. Et la boîte est surveillée, tout à fait. Et elle est transparente. D'accord. Quand il y a mise en place d'une procédure par voie électronique, l'électeur fait un geste pour voter. Il fait un clic de souris qui est transformé en une impulsion électrique, qui est elle-même transformée en décodage informatique, qui sont elles-mêmes moulinées plusieurs fois, transmis par Internet, reçues par un serveur, etc. Et à la fin, voilà, il y a des résultats électoraux qui sont produits. Ouais. Il est absolument impossible de savoir dans quelle mesure ces résultats électoraux reflètent ce qui a été voté par les électeurs. Autrement dit, s'il y avait eu modification d'un certain pourcentage de votes, que ce soit par... je ne vais même pas parler de fraude, je vais simplement parler de bugs, parce que maintenant, tout le monde peut constater qu'il y a des bugs dans les programmes informatiques, eh bien, on ne le saurait pas. Or, ce qui donne confiance dans un système électoral, c'est la pensée profonde
que si les résultats n'étaient pas sincères, et ça devrait se voir d'autant plus qu'ils ne sont pas sincères, donc s'il y a des voix qui sont changées alors qu'elles ne le devraient pas, il faut que cela se voit. Alors s'il y a 2-3 voix, peut-être ça va pas se voir. Si on a 200, 300, on s'attend à ce que ça se voit un peu plus. Si on a 20 000, 30 000, ça doit être vu. Or, ça ne Et l'est on pas sent bien. là-dedans. Pardon ? Et là, ça ne l'est pas dans ce système. Dans le système avec du numérique. vote papier. Oui. Si on essaye de modifier des bulletins papier, ce qu'on appelait le bourrage des urnes. On appelait ça. Il y aura des traces, il y aura des témoins, il y aura des papiers qui traînent, il y aura etc. Ça va se voir. Avec du vote électronique, d'abord ça peut être simplement un bug, ça peut être un virus qui traîne sur les dispositifs sur lesquels votent les électeurs. Vous voyez, les PC, les téléphones portables, les ordinateurs des électeurs, ils sont pas expertisés, ils hébergent tous des virus, et il y a des bugs. Et donc, si jamais l'élection n'était pas juste, et même de manière très très importante, il serait impossible de le voir, d'en apporter des preuves ou des témoignages devant un juge, et donc d'obtenir l'annulation de l'élection. Mais alors, oui, mais justement, mais ça ouvre la porte. À supposer, on a pris l'hypothèse du bug, mais on peut aussi, vous l'amenez, on peut aussi avoir des intentionnalités de part et d'autre. Il ne s'agit pas de de manipuler l'élection. Et c'est beaucoup plus facile avec le numérique, avec l'électronique. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de le faire sans que cela se voie. C'est ça. D'accord. Alors, par exemple, c'est jugé très très différemment selon les pays. Par exemple, en Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a jugé, il y a bien des années, que la menace était trop importante et le vote électronique est absolument interdit en Allemagne. D'accord. En France, au niveau juridique, le risque hypothétique, le fait qu'il y ait des menaces, n'est pas accepté. Mais c'est une situation tout à fait bizarre, puisque si jamais il y avait effectivement une fraude, et on sait qu'il y a des puissances étrangères qui savent très bien agir en cybercriminalité, on ne pourrait pas annuler l'élection. Donc ce n'est pas interdit en France. À l'heure où on parle, le vote électronique peut être institué, par exemple, même pour ces prochaines échéances électorales. Alors, ça me paraît un peu quand même délicat parce que le temps est très très juste. Non mais Madame Garde, je pense qu'il n'y a rien d'au point, mais en tout cas, la Cour constitutionnelle ne l'interdit pas, comme c'est interdit en Allemagne. Est-ce que c'est valable pour les expatriés français, pour les Français de l'étranger? Parce que ça l'était à un moment donné. Le vote. Alors, il y a 10 ans, le vote par Internet a été autorisé. Il y a d'ailleurs eu une très très belle démonstration de fraude. Oui. Et malheureusement, donc la justice électorale, ça fonctionne comme ça. On dit il y a par exemple 10 voix qui ont été fraudées. Si ça change pas l'issue de l'élection, le juge électoral dit c'est bon, on n'annule pas l'élection et on peut continuer comme ça. Donc là, il y a un informaticien qui a fait une très très belle démonstration de fraude. Il a montré comment il a changé, il a voté au deuxième tour pour un candidat qui n'était plus présent au deuxième tour. D'accord. Il a expliqué ça dans une publication. Il a montré comment ça pouvait être encapsulé dans un virus et être diffusé à bas bruit, c'est-à-dire qu'on ne s'en rendrait pas compte. Et le ministère des Affaires étrangères a dit, écoutez, il y a une voix qui a été modifiée, ça change rien, tout va bien. C'est tout à fait étonnant. Mais alors, je voudrais comprendre le mécanisme. Par exemple, pour ce qui s'est passé là, je ne parle pas de la fraude, mais en général, les serveurs, par exemple, ils ne sont même pas en France, par exemple, certains serveurs pour certaines élections, c'était en Espagne, c'est d'une société privée espagnole de Barcelone, je crois, qui avait servi, qui s'est occupé du data, enfin, d'organiser tout cela. Donc tout ça est réparti, ça peut être dans plusieurs pays, enfin, un peu partout. Il n'y a pas de centralité géographique. Oui, que ce soit en France ou ailleurs, ça change pas grand-chose. Les failles principales, effectivement, si les serveurs sont à l'étranger, c'est encore un peu plus délicat, mais les failles principales sont sur les postes de vote des électeurs. Et puis en plus, après, on observe certains phénomènes, parce qu'il y a beaucoup de votes électroniques dans le vote professionnel, et on voit par exemple le nombre de votes blancs qui augmente beaucoup, parce que
les électeurs, vous savez, les gens sont intelligents. Et donc, il faut prendre ça en compte. Un électeur à qui on dit, bon, votre vote va être secret. Vous allez d'abord nous envoyer votre identité et votre vote à la même plateforme de vote. Même si on lui promet le secret du vote, on ne peut pas lui garantir qu'il n'y a pas un virus sur son ordinateur qui ne va pas changer son vote, mais qui va communiquer son vote à une tierce personne. Eh oui. Donc finalement, la liberté de vote, elle est amoindrie, puisque les gens ne votent plus en toute liberté, puisqu'ils se demandent, dans les élections professionnelles, ça se voit bien, est-ce qu'on peut voter pour le syndicat un petit peu à gauche, alors qu'on est dans un poste de direction, par exemple, et qu'on doute du secret de son vote, c'est délicat. C'est presque une liberté, on peut dire une liberté surveillée dans ce cas-là. Une liberté surveillée, c'est plus une liberté. Je suis d'accord. Chantal Lagarde, restez avec nous, Chantal Lagarde. On continue cette conversation, c'est passionnant. Après cette petite pause, à tout de suite. Et pas seulement moi, c'est la démocratie et dans tous ces États, plus que jamais il faut voter. Plus que jamais, quel que soit ce que vous choisissez, y compris le vote blanc, votez. Et déplacez-vous. Et c'est vrai que là, avec Chantal Lagarde, qui est maître de conférence, je le rappelle, en informatique à l'Université de Nantes, et membre du laboratoire d'informatique du CNRS, effectivement, on voit très 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 bien qu'il y a ce qu'on appelle des trous dans la raquette informatique, en tout cas électorale, et ces trous peuvent être assez béants, il faut le dire. Au fond, Chantal Lagarde, est-ce que le problème n'est pas que on voit très bien, encore une fois, ne prenons pas des exemples ailleurs, il y a eu beaucoup de polémiques, on sait lors des dernières élections américaines et autres, mais enfin c'est un peu comme le vote par correspondance, je ne veux pas comparer les deux, mais on voit très bien dans le vote par correspondance qui est lui interdit complètement en France depuis 1975, on verra si on va lever l'interdiction, pour effectivement les fraudes possibles. Mais dans le numérique, dans l'informatique, dans ce vote électronique dont vous parlez, on a l'impression effectivement que cette dématérialisation, en fait, c'est paradoxal, entraîne la fin de l'anonymat, c'est-à-dire la fin de la protection véritable du vote de chacun. Alors non, on peut pas dire ça. Vous m'entendez, pardon? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez, Chantal Lagarde? Je vous entends très bien. Vous m'entendez plus, là? Chantal Lagarde, je vous vois, mais apparemment, vous ne m'entendez pas. En tout cas, on ne vous entend plus. Ouais. Écoutez, on va vous appeler tout de suite, on va vous rappeler sur l'autre numéro et on vous appelle... Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. C'est à vous. Ça marche? Allez-y, parlez, ça marche très bien, Chantal. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai un petit problème avec un bouton. Alors, le problème, il est certainement... sur l'anonymat, les gens peuvent douter de l'anonymat. Et donc, ils peuvent ne pas voter en toute liberté. Le premier problème, c'est avant tout sur la transparence des élections, c'est-à-dire que les élections peuvent être modifiées sans qu'on s'en rende compte, et donc sans qu'on puisse s'en plaindre. Moi, j'ai comparé le vote électronique et le vote par correspondance. Oui. Et le vote par correspondance, effectivement, c'est un mode de vote qui est assez mauvais, on peut le dire. Hein. Il peut y avoir des votes qui disparaissent pendant leur voyage par la poste, etc. Mais le vote par Internet est bien pire. Parce que le vote par correspondance, si jamais il y avait, 5% des voix qui étaient comme ça modifiées ou bien jetées à la poubelle, etc., ça finirait par se voir. Il y a des gens qui trouveraient des enveloppes dans les poubelles. Il y a des même dans les dépôts d'ordures, etc. Il y a des gens qui parleraient. Avec le vote par Internet, eh bien, on ne verrait rien. Donc, on ne pourrait pas s'en plaindre et surtout, il serait impossible d'obtenir l'annulation en justice. Oui, c'est ça, faute de preuve. C'est un juge qui dit si le vote est bon. Ce n'est pas un informaticien. Oui. Et donc, effectivement, non, le vote par correspondance, juste une chose, il n'y a pas que le fait de perdre des enveloppes, il y a de faire, dans certains cas, dans certaines circonstances, dans certaines institutions, de faire voter des gens. Vous savez, on leur dit signez là, on le sait. Dans les EHPAD, c'est arrivé souvent, enfin, c'est un autre problème, mais malheureusement, il y a beaucoup de possibilités de manipulation.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut, alors soyons clairs, Chantal Lagarde, il faut quand même ne pas recourir à ce vote électronique. Pour vous, si on veut respecter la démocratie, l'opinion de chacun, que ce soit les abstentionnistes, les votes blancs, ou etc., il ne faut pas recourir à cette méthode. Le vote électronique tel qu'il est actuellement, c'est un mode de vote absolument opaque. D'accord. Les élections démocratiques, ça doit être des élections transparentes. Absolument. Donc moi, j'ai mon avis, mais que les gens se fassent le leur. Ouais. Est-ce qu'on veut accepter des élections qui soient absolument opaques, qui vont être... Et puis aussi, c'est une forme de défiance, finalement, vis-à-vis des électeurs. Parce que lorsqu'on a un vote papier, et même un vote par correspondance, les personnes qui votent peuvent participer au dépouillement. Alors que là, il n'y a plus de dépouillement public. Oui, c'est ça. On peut regarder un ordinateur, mais ça ne fait pas la même chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. On va suivre avec vous cela et demander encore, vous solliciter encore. Et merci pour ces éclaircissements parce que c'est très important de mettre les personnes en face à cet enjeu. Et cet enjeu est fondamental parce que ça engage, et on sait très bien ce que ces élections engagent. Merci Chantal Lagarde. Merci beaucoup. Au revoir.